Je voudrais mettre ces résultats avec quelque chose qui se passe pour le GIEC, par exemple. Dans les scénarios du GIEC, on ne voit pas de scénario du type « on arrête tout du jour au lendemain et puis on regarde ce qui se passe ». Au contraire, on va essayer de faire des modifications soutenables et on va se dire, le dernier rapport, c'est à quelle date il faut qu'on ait arrêté les émissions de CO2 pour arriver à une augmentation de la température qui donne quelque chose de soutenable. Alors dans ce cas de figure, même chose. Vu la décorrélation, ce nombre d'années entre un arrêt ou une diminution de certaines activités et puis le résultat, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire au bout de combien de temps on devrait avoir diminué de moitié ou complètement pour arriver à quelque chose de soutenable à une certaine échéance. Donc il y avait une courbe qui disait voilà le scénario si on ne change pas. Ou si on continue comme ça, ce serait peut-être intéressant de partir de ce scénario-là et de dire, bon, on diminue, à partir de quelle échéance on doit avoir stoppé ou diminué de temps. Il est bien évident que ce type de scénario, on l'a fait, mais c'était pas la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'était comment on estime les temps de réaction du système. Et pour estimer les temps de réaction du système, il faut effectivement faire les modifications les plus brutales possibles. Mais il est bien évident qu'on a d'autres scénarios qui sont plutôt dans cet esprit-là, de voir, par exemple, d'injecter des plans d'action actuels et à quelle vitesse ils vont aboutir et à quelle concentration, ou éventuellement à l'inverse, mais ça on l'a pas encore beaucoup fait, hélas, c'est-à-dire sachant tel résultat, qu'est-ce qu'il faut faire pour et à quelle date pour l'obtenir. Mais ça c'est plus délicat, à la fois en termes de modélisation, mais aussi en termes politiques. Oui. Il y avait ta réponse que tu as apportée tout à l'heure en se disant, mais si on veut plutôt avoir un contrôle de l'action et être au plus près, à ce moment-là, il faut contrôler des réservoirs les plus proches, en fait. Hein. C'était ta réponse sur les reliquats en disant, bon, la rivière n'est finalement qu'un indicateur très éloigné de l'action, en fait. Hein. Oui. Oui. C'est clair que dans l'état actuel des choses, on ne nous a jamais posé la question comme ça, en termes opérationnels. Et les rares fois où on s'est amusé, où on s'est aventuré à faire des scénarios en disant qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à l'objectif, ces scénarios ont soit été censurés, soit été même pas regardés. Et je voudrais quand même corriger un peu les choses un peu abruptes que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on n'a pas fait de modélisation inverse, hein, c'est-à-dire partir du résultat et voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Par contre, ce qu'on a fait, dans certains bassins versants et en particulier c'est de co-construire avec les acteurs le scénario le plus jusqu'où on pourrait aller sans remettre en cause complètement l'agriculture du bassin versant, etc. Et voyons ce que ça donne. Ça, on l'a fait, c'était dans le cadre du programme Acacia. Et alors, est-ce que ce que les acteurs du terrain sont capables d'accepter a un effet ? Oui, c'est à partir du moment où c'est une question de temps après. Où c'est co-construit. Alors la question c'est quels agriculteurs dans le bassin versant, parce qu'en fait la lieu de grève, il y a eu la construction d'un scénario pour l'ensemble du bassin versant et de l'autre côté la construction avec des fermes pilotes. Donc les fermes pilotes ont été d'accord et se sont engagés dans cette transformation pour un scénario global du bassin versant et c'est l'élargissement de l'adaptation de ces stratégies à l'ensemble du territoire qui est posé en fait. Hein. Et effectivement, le résultat, c'était quand même une diminution nette des flux agricoles en maintenant une production agricole qui était acceptable en termes de viabilité économique, au moins théorique, des exploitations. Et même s'il était questionnant, on avait quand même un progrès à une échelle de temps qui était relativement raisonnable en fait, hein, inférieur à 10 ans, avec une diminution substantielle. Donc c'est pour ça que je dis à la fois où vous dites décorrélation, mais attention, c'est pas décorrélation totale. On a vu des réservoirs qui réagissaient vite, d'autres plus longs. Avec des temps de résidence qui sont supérieurs à 15 ans,
le fait que depuis une quinzaine d'années, on ait eu clairement une diminution de la pression azotée. Ça s'est répercuté dans les réservoirs de surface. Mais si on s'arrête maintenant, les systèmes les plus profonds, ou les plus lents tout du moins, eux, ils sont encore en train de récupérer des choses qui sont plus anciennes. Donc eux, en fait, ils sont encore en train d'augmenter. Pour être plus simple, si on regarde par exemple l'évolution des concentrations dans les piézomètres de la base Infotherm qu'a présenté Bruno Mougin, si on regarde que les piézomètres les plus profonds, c'est-à-dire entre 50 et 100 mètres, eh ben, on est passé de concentrations qui étaient quasiment nulles dans les années 80, puis on est passé à 1 mg par litre dans les années 90, à 2 mg par litre dans les années 2000, etc. Donc ces compartiments-là, eux, ils vont continuer à augmenter si on maintient pas un effort à la réduction. C'est juste ça ce que je voulais dire. Il y a des dynamiques lentes dont on n'a pas encore observé tous les effets. C'est juste ça. En même temps, puisque l'eau est de moins en moins chargée en surface, le temps qu'elle descende, elle sera de moins en moins chargée, donc elle va diluer progressivement. Même si effectivement, je comprends bien que les zones les plus diluées vont enrichir. Mais je veux dire, par rapport aux pratiques d'aujourd'hui, elles vont effectivement d'abord enrichir, puis diluer en restant sur des pratiques actuelles. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, mais si on considère que, en simplifiant, si on considère que le compartiment de surface est en équilibre avec les pratiques actuelles, et que par contre le compartiment profond continue à augmenter, le compartiment de surface il va plus bouger puisqu'il est en équilibre avec les pratiques, donc lui il va rester à concentration constante, et celui d'en bas va continuer à augmenter. Donc on peut avoir de cette façon-là une dégradation. C'est ce qu'on observe pas en Bretagne, mais dans certaines zones sédimentaires, on voit très clairement ça, où des plans d'action assez importants ont été mis en œuvre. On a observé dans un premier temps une diminution et puis après une réaugmentation, une remontée relativement lente. Au bout d'un moment, ça va finir effectivement par diminuer. On est Oui. d'accord, mais ça va mettre 30 ans. Je ne sais même pas si je vais pouvoir répondre. D'abord, quand on est dans une gamme de taille de bassin, je dirais entre les 10 km² et les 500 km², finalement la taille de bassin n'est, à mon avis, mais peut-être les autres ne seront pas d'accord avec moi, la taille de bassin n'est pas déterminante en termes de temps de réaction. C'est vraiment quand on passe à des bassins de taille beaucoup plus grande qu'on peut avoir éventuellement un effet taille. Mais si vous regardez bien ce qu'a présenté Luc sur le bassin de la Vilaine et ce que j'ai présenté sur le bassin de Carrien, avec un rapport de surface qui est de, je sais pas, 1000, c'est quasiment le même type de processus et le même ordre de grandeur en termes d'inertie temporelle. Donc la taille n'est pas déterminante. Après, cibler l'endroit où on est, déjà, moi j'ai pas très bien compris l'intervention de Wilfried. Je sais pas exactement ce qu'il voulait dire en termes de fixer des objectifs en fonction de ce qu'on peut faire et tout ça. J'ai l'impression qu'il faudrait effectivement arrêter de fixer des objectifs temporels tant qu'on n'est pas clair sur ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut accepter de faire. Parce que on est condamné à les repousser tout le temps, à mon avis. Mais ça, c'est pas de la science. Un peu nuancer le propos de Patrick, il y a de la diversité au sein des scientifiques, en disant que la taille est quand même importante. Il me semble qu'en fait, quand on intègre, forcément, on intègre des réservoirs de plus en plus grands, importants, avec la taille. Il y a la rivière qui prend aussi, qui intègre des processus différents, mais qu'au sein des amont, il y a une grande variabilité. Et les bassins de Quimper nous ont bien montré, en fait, qu'on a deux petits l'un à côté de l'autre qui sont très hétérogènes. Donc une grosse hétérogénéité parmi les amont et quelque part quand même un continuum des petits aux grands. Et donc pour répondre à votre question, j'ai l'impression que justement moi je reprendrai l'action, les reliquats à la parcelle, les petits bassins plus réactifs, plus on intègre, plus effectivement on va mélanger les choses et on va être un petit peu plus loin. Notre décorrélation, comme vous l'avez employé le mot, va être de plus en plus grande en fait.
reviens. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt là, du coup, c'est plutôt le système social qui va intervenir. C'est-à-dire, sur un petit bassin versant, on est capable, dans une certaine mesure, en mettant les choses bien, de faire des modifications profondes où on va avoir une réaction rapide. À l'échelle de très grands bassins versants, on en est incapable. Donc là, de toute façon, on aura des évolutions qui vont être beaucoup plus lentes parce que on aura globalement un système social qui évoluera beaucoup plus lentement. Oui, je me demandais en fait, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les connaissances existantes pour mettre en place sur les bassins versants, en même temps que les projets de territoire, un certain nombre de mesures et de modélisations qui permettent de dire on va dans le bon sens ou on va pas dans le bon sens, en répondant plus rapidement que attendre 10 ou 15 ans de ce qu'on va voir dans la rivière. Parce que si tous les acteurs sont persuadés que de toute façon, avant 15 ans, on va jamais rien avoir, donc c'est pas la peine que eux, personnellement, se bougent. Mais par contre, d'un autre côté, s'il y avait à la fois des mesures sur la zone de battement de nappe, sur les nappes plus profondes, associées à des modélisations qui permettent de dire, voilà, les zones prioritaires, c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Et puis, si on a bougé là, on voit sur le modèle que ça réagit bien comme le bassin versant et on est dans le bon sens ou on n'est pas dans le bon sens, il faut faire autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen à la fois de construire quelque chose qui permette aux gens sur le terrain de comprendre, aux scientifiques de continuer à accumuler des connaissances et puis d'avancer un petit peu? Je suis assez d'accord avec vous dans une certaine mesure. Je pense que c'est important et je pense qu'on l'a pas mal fait depuis plusieurs années aussi, de ne pas tout focaliser uniquement sur la réponse qui est la rivière. Et de se dire, mais il y a d'autres choses qu'on peut mesurer avant. Les reliquats, par exemple, ça fait partie des mesures extrêmement intéressantes. D'un autre côté, moi je pense qu'il faut aussi faire attention. C'était le sens de mon intervention tout à l'heure en disant que depuis les années 90, partout en Bretagne, on a vu les concentrations diminuer. Je veux dire, actuellement, on sait que quand on fait des efforts, ça paye et ça se voit. Et une grande partie des exposés ont bien insisté sur le fait qu'il y avait à la fois des temps longs et des temps courts. Je ne connais pas de bassin versant, et Patrick les connaît mieux que moi, dans lesquels si on diminue par deux les intrants, il va falloir attendre 15 ans avant qu'il se passe quelque chose. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et par ailleurs, si j'ai montré tout à l'heure les concentrations à l'échelle de la Vilaine, on voit bien que les concentrations maximales, elles réagissent plus vite que la moyenne et a fortiori les concentrations estivales. Donc on a quand même dès maintenant un certain nombre de mesures qui montrent que dès qu'on fait des efforts, on observe quelque chose. Donc à la fois vous avez raison, mais en même temps il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Quand on diminue les intrants, ça se voit et ça a de l'effet, ça a un effet relativement durable. Je sais pas si Patrick t'es là. Oui, je suis complètement d'accord. Après, l'idée de faire finalement ce que tu proposes, c'est de faire des bassins versants de démonstration en Bretagne au pur avec des scientifiques derrière. Ça existe. Bon, on a eu la visite de collègues irlandais, par exemple, il y a pas longtemps, où sur un même bassin versant, ils ont à la fois les conseillers agricoles, les scientifiques, les administrations et les agriculteurs qui sont tous d'accord pour mesurer les choses et pour avancer ensemble. Et bon, dans certains cas, ça avance vite, dans d'autres cas, ça n'avance pas vite, mais au moins on comprend pourquoi ça avance ou ça avance pas, parce que tout le monde est réuni. Ça a existé en France dans certains territoires. En Bretagne, on n'a pas réussi à le faire. Bon, je pense que c'est un peu de la faute à tout le monde. On va pas chercher les responsabilités là-dedans. Je pense que vraiment, elles sont extrêmement partagées. On peut le regretter ou on peut dire, en fonction de ce qu'on sait déjà, et peut-être à moins de coûts, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce qu'il faut agir effectivement sur la définition des objectifs? Est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est, je sais pas, hein, c'est.